Bonjour à tous, je suis Yoad Paniux, formateur et consultant en gestion de projet, et bienvenue sur cette formation gratuite consacrée à la gestion de produits et ses fondamentaux. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne YouTube, même si dernièrement je n'ai pas posté énormément de contenu. En effet, j'ai eu énormément de travail ces derniers mois, ce qui m'a obligé à délaisser un petit peu la création de contenu. Toutefois, j'essaierai de reprendre un rythme assez régulier avec des formations peut-être un petit peu plus courtes. Et également, je tenais à vous annoncer que je vais lancer prochainement des consultations individuelles pour les chefs de projet, les chefs de produits ou toutes les personnes qui ont un besoin d'aide, d'accompagnement à la gestion de leur projet. Aujourd'hui, je souhaite donc proposer une formation sur les fondamentaux de la gestion de produits pour apporter des éléments qui sont en lien avec la gestion de projet. Puisqu'en fait, on a beaucoup de confusion qui se fait aujourd'hui entre gestion de projet et gestion de produit. Certaines sont involontaires parce qu'il y a une mauvaise compréhension de ce que c'est que la gestion de projet et la gestion de produit, et d'autres sont un petit peu plus volontaires parce que certaines personnes sont désireuses de casser cette mouvance autour de la gestion de projet pour passer sur uniquement de la gestion de produit afin de vendre certains services. Donc je souhaite faire cette formation pour apporter des éléments contextuels afin de vous expliquer comment les entreprises fonctionnent dans leur gestion de projet, mais également dans leur gestion de produit. Pour cela, nous allons voir plusieurs thématiques. Tout d'abord, un produit, c'est fait pour quoi ? C'est fait pour satisfaire un besoin. Donc nous allons d'abord voir une phase où comment on doit comprendre le besoin pour ensuite bien orienter la conception de notre produit. Par la suite, on passera sur la conception du produit en lui-même, que ce soit sa gestion sur l'ensemble de son cycle de vie, mais également comment il s'incorpore dans la gestion de projet. On verra comment ce produit se conceptualise et comment il s'oriente ensuite sur des notions plus budgétaires afin de mieux maîtriser les coûts, l'un des objectifs de la gestion de produit. Et je terminerai par des pratiques de gestion, des gestions de projet et de gestion de produit. Savoir comment on réalise la mise en œuvre, comment on développe notre produit, mais également comment on le fait évoluer, comment on l'améliore tout au long de son cycle de vie. Que ce soit dans des démarches plutôt traditionnelles, mais également dans des démarches plutôt agiles. Car oui, quand on parle de gestion de produit ou de product management, ce n'est pas juste une affaire de méthode agile. C'est une affaire de gouvernance d'entreprise avec des approches classiques, agiles ou hybrides. Tout cela dépendra du contexte dans lequel évolue l'entreprise, son marché, son positionnement, ses utilisateurs ou ses clients et ce qu'elle souhaite satisfaire comme besoin. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la gestion de produit ? La gestion de produit, c'est un processus de développement, de déploiement, de gestion et d'optimisation d'un produit tout au long de son cycle de vie. Quand je parle produit, c'est au sens large. Je peux faire référence à un service, je peux faire référence à une organisation, à un logiciel, à de l'industrie. L'objectif restera le même. Un produit, c'est quoi ? C'est une solution qui répond à un besoin. Et pour cela, il faut comprendre le besoin des utilisateurs, avoir une vision claire de notre stratégie de déploiement de notre produit, que ce soit pour sa réalisation ou tout simplement sa mise en production ou son déploiement afin de le rendre accessible aux utilisateurs ou aux clients, mais également sa maintenance et sa gestion tout au long de son cycle de vie. Une phase qui est extrêmement importante et qui malheureusement est souvent laissée pour compte. Il faut garder en tête qu'un produit a un double objectif, pour l'utilisateur, mais également pour l'entreprise qui va créer et gérer le produit. Pour l'utilisateur, c'est très simple. Le but, c'est de lui permettre d'obtenir des bénéfices, de résoudre son problème. C'est lui qui souhaite faire l'acquisition de ce produit-là, ou bien qui a formalisé un besoin et qui souhaite avoir une solution, et notre objectif, c'est de lui fournir un produit d'une forme très diverse et variée en fonction de son besoin, afin de lui permettre de résoudre son problème. En résolvant son problème, on lui permettra d'obtenir les bénéfices qu'il souhaite avoir. Pour l'entreprise, c'est bonifier son image de marque et assurer sa rentabilité via plusieurs paramètres. Ça peut être optimiser sa production, ça peut être automatiser certaines tâches, ça peut permettre d'obtenir un produit beaucoup plus performant que les précédents et donc d'être plus à l'aise dans les tâches métiers. Ça peut dépendre donc de plusieurs facteurs. Une meilleure gestion des opérations, une meilleure productivité,
une meilleure optimisation des processus, peu importe, à la fin, c'est toujours pour un objectif d'assurer sa rentabilité. Dans le sens, il faudra gérer ses coûts, faire des profits et assurer un chiffre d'affaires constant. Ça va donc passer par la gestion de produits, et elle implique plusieurs activités. Identifier les besoins, mais également les tendances du marché. Quand on souhaite développer et ensuite commercialiser un produit, on n'est pas tout seul. Il y a des concurrents, des gens qui ont déjà eux-mêmes créé des solutions pour leurs propres clients, leurs propres utilisateurs, et qui sont généralement les mêmes que nous. Donc on va essayer de se positionner, voir où est-ce qu'on se situe par rapport à notre concurrence, mais également par rapport à d'autres éléments. La réglementation, les nouvelles normes, les nouvelles lois, l'inflation, la situation économique, c'est tout autant d'éléments qu'il faut prendre en compte quand on souhaite développer un nouveau produit. Évidemment, ça dépendra de la nature de notre produit. Si on est sur un produit physique, avec beaucoup d'éléments techniques, de composants matériels, et bien évidemment, on va faire attention à leurs coûts. Et l'inflation va amener, tout au long du cycle de vie de notre produit, des augmentations ou des diminutions de prix pour l'obtention de certains composants afin de créer notre produit. Également, on va établir une roadmap synchronisée avec les objectifs business de l'entreprise. Pourquoi on lance ce produit, à quel moment on doit le commercialiser, pour quel objectif à la fin, et comment on va devoir s'organiser pour livrer au bon moment à la bonne personne. Ce qui va impliquer de coordonner plusieurs équipes, technique, marketing, vente, support, management, peu importe. Toutes les intelligences sont bonnes à prendre pour le lancement, la commercialisation et la gestion globale du produit. Ça permettra également de superviser son lancement et d'ajuster, d'améliorer notre produit de manière continue en fonction du retour de nos utilisateurs ou d'autres parties prenantes. Également, il va falloir s'assurer de la bonne gestion des ressources. Le budget, le matériel, les humains, etc. Et comment on fait ça? Eh bien avec de la gestion de projet. La gestion de produit va nous permettre de définir notre approche globale sur la création, le lancement, la maintenance, l'amélioration de notre produit. Et ça va passer par plusieurs projets successifs de nature très différente qui permettront de le créer, de le maintenir à jour, de l'améliorer, mais également de le promouvoir, de recruter les personnes qui pourront le gérer, de mettre en place des éléments qui assureront son optimisation, tout autant de projets de différentes natures qui vont suivre l'ensemble de son cycle de vie, du lancement jusqu'au déclin. Si on reste focus sur le produit en lui-même, son objectif, c'est d'apporter de la valeur, que ce soit pour l'utilisateur, mais également pour l'entreprise qui crée le produit. Donc on va devoir définir un ensemble d'objectifs. Et cette valeur, que ce soit pour l'utilisateur ou bien l'entreprise, aura le même sens. Ça va être de définir l'ensemble des bénéfices qu'on souhaite percevoir par rapport à l'effort ou au coût qu'on va engager pour l'obtenir. On va donc faire la différence entre ce que ça va m'apporter et qu'est-ce que j'ai dépensé pour pouvoir l'obtenir. Le produit, lui, permet de générer et d'obtenir cette valeur sous plusieurs formes possibles. Tout dépendra de son prix, de son utilisation et des actions qu'il va nous permettre de faire afin de satisfaire notre besoin. Donc un produit a ce fameux double objectif comme je l'expliquais tout à l'heure, pour l'utilisateur, le client et pour l'entreprise qui va créer le produit. Pour le client ou l'utilisateur, c'est répondre pertinemment à ses besoins. Donc on va chercher, nous en tant qu'utilisateurs ou clients, à obtenir un produit, une solution, pour obtenir ensuite les bénéfices qu'on souhaite avoir. On peut également essayer de trouver une solution pour récupérer un avantage qu'on a perdu. Actuellement, on peut avoir des solutions à notre disposition, mais qui ne sont plus assez efficaces pour générer les bénéfices escomptés. Donc, on va devoir mettre en place une nouvelle solution, donc faire l'acquisition d'un nouveau produit pour récupérer cet avantage perdu. Pour l'entreprise, apporter de la valeur signifie tout simplement gérer des bénéfices. Ça va passer par créer des produits qui vont répondre aux besoins du marché, de nos utilisateurs, de nos clients. Également d'améliorer le quotidien de nos salariés si on fait un produit par exemple en interne. Tout cela en s'assurant qu'on est économiquement viable pour le créer, le maintenir, l'améliorer et à un moment donné le sortir de son environnement pour le remplacer. Et une entreprise qui réussit
non seulement à apporter cette valeur à ses clients, à ses utilisateurs, donc les bénéfices qu'ils attendent au travers d'un produit efficace, mais également à maximiser cette valeur en gérant, en maîtrisant les coûts de conception, de maintenance, de support, va assurer sa pérennité et son développement au long terme. Absolument, toutes les entreprises ont cet objectif. Elles souhaitent créer des produits, créer des solutions pour leurs clients. Ça peut être des logiciels, ça peut être des organisations, ça peut être des stratégies marketing par exemple, pour ensuite les proposer, leur mettre à disposition, leur vendre, afin derrière d'obtenir un bénéfice qui assurera leur rentabilité et donc leur pérennité sur le long terme. Pour bien comprendre ces principes qui aujourd'hui gouvernent la gestion de nos produits, il faut repartir durant la Seconde Guerre mondiale. Après la Seconde Guerre, en 1947, Lawrence D. Miles, la personne que vous voyez à l'écran, était un ingénieur chez General Electric et il a été missionné par ses supérieurs pour trouver une méthode ou une approche de résolution de problèmes pour baisser le coût de production de leurs produits. Il faut bien se remettre dans le contexte. On sort de la Seconde Guerre mondiale, l'économie mondiale est en mauvaise situation, il y a une pénurie de main-d'œuvre, de composants, de matières premières, et il faut donc pouvoir trouver une nouvelle façon de concevoir nos produits, avec des matériaux qui peuvent être rares et dont il va falloir faire attention pour éviter les gaspillages, ou bien avec des matériaux de substitution qui permettront de créer plus ou moins les mêmes produits, mais pour moins cher, et surtout avec des matériaux qui sont disponibles. Pour cela, Lawrence D. Miles a donc imaginé cette approche qu'on appelle l'analyse de la valeur. L'analyse de la valeur est une démarche qui aujourd'hui encore gouverne, comme je le disais tout à l'heure, toutes les entreprises et leur façon de gouverner la gestion de leurs produits. Et ça va se baser sur quoi? En fait, ça va se baser sur le coût de création et de maintenance du produit au regard du service attendu par l'utilisateur, c'est-à-dire la satisfaction de son besoin. On va baser la création de notre produit avant tout pour cette satisfaction en écartant toute solution technologique ou technique dans un premier temps. On va surtout se concentrer sur deux notions, à savoir la valeur d'usage et la valeur d'estime. C'est ça qui va cadrer la valeur d'utilisation globale du produit. La valeur d'usage, ça va être le service, l'action que je vais pouvoir faire grâce au produit pour pouvoir faire certaines opérations. Et la valeur d'estime, c'est lors de l'acquisition et de l'utilisation du produit, comment je vais pouvoir me sentir psychologiquement grâce à lui, évidemment de manière positive. Ces valeurs d'usage et ces valeurs d'estime doivent être transformées en ce qu'on appelle des fonctions de service. Une fonction de service est donc une action qui est attendue par le produit pour répondre aux besoins, tout en s'assurant qu'il respecte les contraintes de son environnement, des contraintes qui peuvent être techniques, organisationnelles, etc., et qui à la fin permettront d'obtenir les bénéfices attendus par l'utilisateur. Cette analyse de la valeur en 1947 a eu des effets extrêmement positifs, elle a été adaptée un petit peu partout et elle a été complétée pour des besoins surtout militaires afin de créer des nouveaux produits. Et on va passer donc de la value analysis, de l'analyse de la valeur, vers la value engineering, l'ingénierie de la valeur. On peut ainsi mêler les deux et Larry Miles a formalisé ce qu'on appelle la méthode VAVE. Donc concrètement, l'ingénierie de la valeur, l'analyse de la valeur. L'ingénierie de la valeur permet de créer un nouveau produit et l'analyse de la valeur permet de le recontextualiser afin de diminuer ses coûts de conception via une optimisation des processus de développement ou bien en utilisant des matériaux de substitution. Ces démarches ont formalisé un ensemble de concepts logiques qui sont toujours utilisés aujourd'hui dans nos démarches de conception produit, notamment grâce aux techniques d'analyse fonctionnelle, à la fois internes et externes. Chaque pays applique aujourd'hui une analyse ou une ingénierie de la valeur. Le Japon a lui-même sa propre façon de procéder, qui s'appelle le Lean Manufacturing ou le Lean Management, qui a été démocratisé grâce à Toyota qui a créé le TPS, le Toyota Production System, qui a eu
d'énormes effets positifs sur la production et qui est en fait de l'analyse et de l'ingénierie de la valeur. Puisqu'en fait, on est ici pour optimiser les processus, enlever ce qui ne sert à rien, remplacer par des matériaux de substitution et donc moins cher pour la conception de produits. Et toute cette démarche, créée par Toyota, a été répandue un petit peu partout dans l'industrie japonaise, ce qui a créé le Lean Manufacturing et le Lean Management. C'est également le cas pour la France, et la France a elle-même adapté ses démarches d'analyse et d'ingénierie de la valeur via ce qu'on appelle la méthode APT, un acronyme pour application aux techniques d'entreprise, qui a été créé dans les années 1960 par Gilbert Barbet, qui travaillait pour l'agence KB White. Aujourd'hui, l'analyse de la valeur a vu un ensemble d'organismes se créer, dont le SAVE, créé par Lawrence D. Miles. C'est une organisation pour l'analyse de la valeur qui regroupe un ensemble de spécialistes qui discutent régulièrement sur les techniques à employer pour améliorer de manière globale la démarche. Ce qui nous a donné aujourd'hui ce qu'on appelle le management par la valeur. Le management par la valeur va incorporer toute la notion de conception, réalisation et maintenance du produit, mais également toute la partie humaine, processus, documentaire, réglementaire, etc., etc., jusqu'à arriver à la gouvernance globale de l'entreprise dans son entièreté. Ça permet dans son ensemble d'accroître la qualité des produits qui sont créés, de diminuer son coût de conception, de réalisation, et quand il est incorporé dans la gestion de projet, de diminuer le coût du projet global. Ça va s'appliquer sur des produits qui sont physiques, logiques. Ça peut être également des stratégies, comme je disais tout à l'heure, marketing. Ça peut être la mise en place de services. Ça peut être des procédés de fabrication pour les équipements et les organisations. Ces pratiques aujourd'hui sont normées par l'Organisation internationale de normalisation sous le nom de management par la valeur, qui permet d'encadrer la totalité d'un projet pour l'acquisition ou bien l'amélioration d'un produit, qu'il soit nouveau ou existant. Ça va passer dans une première phase par une stratégie de veille, une stratégie d'analyse de l'existant, une étude fonctionnelle du besoin. On va pouvoir se servir d'un ensemble de benchmarks pour voir un petit peu l'état actuel de la situation au regard de notre concurrence, mais également des limites technologiques. Essayer de comprendre comment le besoin évolue, comment il doit être satisfait, et ce qui nous permettra de cadrer la conception de notre produit. Ainsi, on cadre le besoin, on pourra petit à petit définir le produit qu'on souhaite obtenir et communiquer, surtout dans le contexte d'un projet à déployer via de la sous-traitance, toutes les informations grâce à la rédaction d'un cahier des charges fonctionnel. Toutes ces étapes-là sont communément appelées l'expression fonctionnelle du besoin. Par la suite, ce cahier des charges fonctionnel est récupéré par une équipe technique, que ce soit en interne ou bien par un sous-traitant externe, qui vont eux-mêmes créer un cahier des charges dit technique, avec la solution, avec toute sa décomposition, qui doit normalement répondre aux besoins exprimés dans le cahier des charges fonctionnel. Cette étude fonctionnelle du besoin aide à concevoir le produit, avec une réelle démarche d'analyse de la valeur, c'est-à-dire on va d'abord définir notre produit en écartant toute solution technologique. Et encore une fois, ça s'applique à différents types de produits ou de services. On s'appuie sur 3 principes. Pour satisfaire le besoin, en dépensant le moins possible, il faut connaître le besoin, il faut le comprendre, il faut l'avoir contextualisé. Sinon, on ne pourra pas apporter une solution adéquate. Pour le comprendre, il faut l'exprimer en résultat clair à atteindre. C'est-à-dire que le produit ou le service va amener un ensemble d'actions qui pourront être effectuées par l'utilisateur grâce à l'utilisation du produit ou du service. Ce sont les actions qui amènent une génération de valeur et le produit permet de déclencher ces actions. Et pour obtenir de la valeur, il faut atteindre ces résultats donc en créant le produit avec les composants adéquats et le plus économe possible en un minimum d'efforts possible. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire beaucoup d'efforts, c'est qu'on essaye de maîtriser autant que possible les efforts et l'argent qu'on va mettre à disposition pour créer le produit, pour éviter tout gaspillage. Historiquement, cette étude permet de cadrer une analyse fonctionnelle externe puis ensuite interne, afin de rédiger
un cahier des charges global, à la fois fonctionnel et technique. Mais l'objectif restera toujours le même. On va définir un résultat à atteindre, puis ensuite on va le communiquer soit en interne auprès d'un fournisseur qui va nous créer une solution. Ça permet de mieux comprendre le produit sur lequel on travaille, et surtout son service qu'il va nous rendre. Pour l'instant, on reste en dehors des solutions technologiques. On essaye de comprendre le besoin, les actions qu'on doit effectuer pour satisfaire ce besoin et les résultats attendus. C'est donc un excellent moyen pour s'immerger totalement dans l'univers du produit, à la fois dans la partie fonctionnelle, puis ensuite dans la partie technique. C'est très utile également pour le service marketing, puisqu'en fait on va essayer de comprendre comment l'utilisateur ou le client fonctionne, quel est son besoin, et après orienter la promotion, la communication pour vendre le produit autour des actions qu'il permet de déclencher, d'effectuer, et donc les résultats qu'on peut obtenir. Cette démarche évite aussi et surtout les problèmes de conception, puisqu'en fait on part d'un besoin et on va trouver les solutions associées à ces besoins. Ça évitera d'ajouter des fonctionnalités qui ne servent à rien, et donc d'alourdir la facture quand on va créer, mais également quand on va devoir gérer le produit durant tout son cycle de vie. Donc on va devoir mener plusieurs niveaux d'études afin de concevoir ce produit en visant la satisfaction du besoin exact du client. Donc il va falloir se mettre un petit peu à sa place. Et c'est tout l'objectif en fait des premières étapes quand on crée ou quand on améliore un produit. À ce titre, tout le monde doit participer. Il n'y a pas que la partie stratégie ou marketing qui doit le faire. La partie technique ou la partie ingénierie doit aussi participer. Le produit lui-même doit être défini en résultats. Les résultats qu'on veut atteindre en tant qu'utilisateur du produit. Tout en prenant du recul, encore une fois, sur les solutions technologiques qu'on va utiliser un petit peu plus tard pour le matérialiser. On se concentre d'abord sur le service à rendre et pas comment rendre service. Et afin de conduire une étude efficace, eh bien, il faut travailler en groupe. On travaille en équipe. Et généralement, qu'est-ce qu'on fait en entreprise? Eh bien, on crée des équipes projets. C'est ces équipes projets qui vont travailler ensemble sur la conceptualisation du produit d'un point de vue fonctionnel et ensuite technique, mais également sur l'organisation à mettre en place pour le réaliser efficacement. Et c'est là où on va pouvoir définir nos organisations de manière un petit peu plus prédictive, de manière un petit peu plus agile, ou bien de manière un petit peu plus hybride. Afin de pouvoir gérer l'ensemble du produit, c'est-à-dire de sa phase de lancement jusqu'à sa phase de déclin, et donc on va devoir le sortir de son environnement pour le remplacer, eh bien il va falloir identifier tous les projets qu'on va devoir réaliser durant l'ensemble de son cycle de vie. Pour rappel, le cycle de vie du produit, c'est toutes les étapes par lesquelles le produit passe de son lancement, c'est-à-dire sa conception, jusqu'à sa croissance, avec une utilisation optimale de celui-ci, à son retrait. On va donc se baser sur deux axes, la valeur et le temps. Plus le temps passe, plus le produit génère de la valeur. Dans un premier temps, on a des phases de lancement, on crée un nouveau produit. Ensuite, on a les phases de croissance, le produit est commercialisé et on essaie d'obtenir les premiers résultats pour l'améliorer. On passe ensuite par une phase de maturité, où le produit, à ce moment-là, est extrêmement efficient. Il répond à énormément de besoins à différentes catégories d'utilisateurs. Il est même peut-être mondialement reconnu pour son efficacité. Et ensuite, il passe par une phase de déclin, où il se voit submergé, dépassé par de nouveaux produits plus efficaces et potentiellement même moins chers pour effectuer sa réalisation et sa gestion. Et donc, il va falloir le remplacer. Donc, que font les entreprises? Eh bien, elles créent ce qu'on appelle un portefeuille de projets. Dedans, on va y retrouver un ensemble de projets qui seront connexes, qui seront reliés autour d'une grande thématique et qui permettront de créer un ou plusieurs produits. Ici, je vais prendre un tout petit exemple, la création de nouveaux téléphones. Eh bien, durant tout le cycle de vie du produit, on va devoir lancer des projets qui permettront d'effectuer toutes les opérations nécessaires afin de réaliser, mais également de gérer l'ensemble du produit. On va avoir donc des projets très différents. Par exemple, on peut, dans notre cas, pour la création d'un modèle de téléphone, faire un projet numéro 1 pour déployer les unités de production, afin de réaliser en production de masse le téléphone lorsqu'il sera commercialisé. On va définir notre stratégie de marketing et de communication afin de le promouvoir.
On va créer un réseau de distribution mondial pour pouvoir l'acheminer vers des points de vente dans différents pays. On va même créer un projet pour la mise en place d'un service après-vente avec le recrutement des personnes qui vont devoir l'assurer. Et bien évidemment, on va créer le modèle avec un projet spécifique pour le développement et la validation du modèle demandé. Tous ces projets vont pouvoir être faits donc en phase de lancement et vont permettre la commercialisation du produit. Suivant le produit, évidemment, il y aura différentes phases et différents types de projets qui vont se lancer. Si c'est un produit immatériel, on pourra l'améliorer de manière continue. Si c'est un produit plus physique, il va être très compliqué pour apporter des modifications majeures sans bousculer toute la stratégie marketing et de communication de l'entreprise. On a déjà commercialisé un produit physique, on l'a déjà vendu, on voit mal comment on pourrait faire accepter à nos consommateurs qu'ils doivent changer leur produit au bout de peut-être 6 mois ou un an parce qu'on a besoin de l'améliorer. Donc, en fonction de la situation, il faudra soit définir toutes les fonctionnalités, tous les composants techniques du produit pour qu'il puisse être réalisé dans son entièreté et après il ne pourra pas être retouché, ou alors c'est un produit qui pourra être amélioré continuellement et dans ce cas-là on pourra faire évoluer le produit petit à petit et donc le lancer plus rapidement et s'appuyer sur le retour des utilisateurs pour l'améliorer. Dans une phase de croissance, par exemple pour notre modèle de téléphone, on va renforcer l'image de marque, assurer une meilleure promotion de notre produit, se baser sur des données factuelles pour montrer qu'il est efficace, et on peut également optimiser la chaîne de production, être plus rapide, diminuer le gaspillage au niveau des process de production, recruter des personnes peut-être beaucoup plus efficaces qui iront plus vite, remobiliser ces personnes-là pour les former et faire en sorte qu'elles soient elles-mêmes plus productives, etc., etc. Pour un produit plus immatériel, qui demanderait de nouvelles fonctionnalités, eh bien au niveau de la croissance, on aurait des projets d'amélioration du produit, avec donc de nouvelles fonctionnalités à développer. Dans une phase de maturité, le produit là est extrêmement efficace. On va surtout se baser sur des projets de réduction de coûts et d'optimisation. Et à la fin, on aura un projet de liquidation des stocks et de retrait du modèle, parce que dans notre vision stratégique de la gestion et la commercialisation de notre produit, on a constaté que nos concurrents ont déjà développé de nouveaux produits bien plus performants que le nôtre, avec des technologies nouvelles qui ne sont pas incorporées dans notre produit, puisque quand on l'a créé, elles n'existaient pas. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'en termes de stratégie commerciale, on va retirer le produit et en créer un nouveau. L'ensemble de ces projets, afin d'assurer leur coordination, vont être regroupés dans ce qu'on appelle des programmes. Les programmes, c'est quoi? Ce sont un ensemble de projets connexes avec un objectif global dont la gestion des différents projets, qui auront tous leur objectif spécifique, permettront à la fin, quand ils seront réalisés, d'atteindre cet objectif global. Par exemple, mon programme A, c'est la commercialisation de mon nouveau modèle. Eh bien, il incorpore les projets de 1 à 7, autant sur la création du produit en lui-même que la stratégie marketing ou l'optimisation des process de production. Et dans la deuxième partie, on est plus sur de l'optimisation, la rentabilité et de la fin de vie, afin d'assurer la transition vers la commercialisation d'un nouveau produit. Ce schéma, je l'ai récupéré sur le PMBOK, qui est en fait la Bible, la référence des pratiques de bonne gestion de projet, cadrée, formalisée par le PMI, le Project Management Institute. Dans la vision de la gestion de projet couplée avec la gestion de produit, c'est comme ça que toutes les entreprises fonctionnent. Elles lancent des projets pour faire les opérations, gérer les budgets, gérer les ressources qui sont attribuées à ces projets-là, mettre en place des marqueurs de temps pour savoir comment on se synchronise pour livrer tel projet ou tel projet, et gérer l'ensemble de ces projets-là tout au long du cycle de vie du produit afin d'assurer sa commercialisation, sa production, son amélioration, jusqu'à son retrait. Pour entrer dans la création du produit en lui-même, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, ce qu'on doit faire, c'est d'abord cadrer ce qu'on appelle un produit dit fonctionnel. Un produit fonctionnel, c'est à quoi ça sert? Pourquoi on veut utiliser ce produit? Tout l'objectif de devoir faire ça, c'est de réfléchir aux actions qu'il va effectuer pour répondre aux exigences qui ont été exprimées par nos utilisateurs. Je reprends l'exemple de mon téléphone. On va pouvoir déclencher un ensemble d'actions au travers du téléphone pour répondre à différents types de besoins.
Je vais pouvoir communiquer par texte, je vais pouvoir capturer et stocker des images, je vais pouvoir communiquer avec ma voix, je vais pouvoir regarder des vidéos, jouer à des jeux, trouver des informations, je peux même écouter de la musique. Toutes ces actions, c'est ce qu'on appelle des fonctions de service, c'est-à-dire des actions effectuées par le produit qui permettront de générer de la valeur, c'est-à-dire des bénéfices pour l'utilisateur. Ici, on peut remarquer qu'il y a tout autant des valeurs d'usage que des valeurs d'estime. Je vais pouvoir rechercher des informations, je vais pouvoir envoyer des messages pour communiquer, je vais pouvoir également capturer, stocker des images pour différents cas d'usage, et également en termes d'estime, je vais pouvoir me divertir, je vais pouvoir m'amuser, je vais pouvoir écouter de la musique, je vais pouvoir communiquer avec ma famille pour me sentir bien émotionnellement, etc., etc. Mon produit va me permettre donc de générer à la fois des valeurs d'usage et des valeurs d'estime. Mais également, quand je vais concevoir mon produit, il va falloir que je fasse attention à son environnement dans lequel il va évoluer et aux limites technologiques qui me sont imposées. Un téléphone, ça fonctionne avec de l'énergie électrique. Donc si je souhaite créer un téléphone, il faudra que j'imagine une solution pour pouvoir emmagasiner de l'énergie électrique afin de le faire fonctionner en mode nomade. Vous remarquerez que ces fonctions de service, vous pouvez le retrouver dans d'autres types de produits. Trouver des informations grâce à Internet, on peut le faire avec un ordinateur. Tout comme jouer à des jeux, regarder des vidéos, voire même communiquer par texte ou par la voix. Par contre, le produit est différent. Un ordinateur portable est beaucoup plus gros et beaucoup plus difficilement transportable et utilisable en extérieur qu'un téléphone qui est beaucoup plus mobile, beaucoup plus petit. Pareil, un ordinateur de bureau n'a pas vocation à être déplacé. Pourtant, il assure les mêmes fonctions. Ce qui va différencier telle solution ou telle solution, c'est par rapport aux besoins qui ont été exprimés par mes utilisateurs. Si mes utilisateurs m'ont exprimé le besoin d'avoir une solution lorsqu'ils se déplacent et dont ils ont besoin de pouvoir communiquer, de jouer à des jeux dans différents environnements, dans différents cas d'usage, eh bien je vais créer un téléphone portable. Si par contre on n'a pas vocation à se déplacer avec le produit et on a besoin une performance beaucoup plus forte qu'avec un simple téléphone, on partira sur un ordinateur. Ce point de vue fonctionnel, à la fois sur les actions effectuées pour répondre aux besoins ou pour s'adapter à des contraintes techniques, sont ensuite traduits en solutions. L'ensemble de mes fonctions de service sont une base de travail pour trouver les meilleures solutions. Ici, communiquer par texte va se traduire par la mise en place d'applications pour envoyer des SMS et pour envoyer des mails, que ce soit par le réseau téléphonique ou bien par Internet. Pour alimenter mon téléphone en énergie, ça va passer par une batterie et un chargeur. Pour pouvoir capturer et stocker des images, ça passera par un module photo, mais également par un système de stockage. Donc comme vous le voyez ici, je peux définir mes solutions en adéquation aux besoins qui ont été exprimés grâce à mon étude fonctionnelle. L'ensemble de ces solutions vont nous permettre ensuite de préparer les tests, tant d'un point de vue fonctionnel que technique, puisqu'on va pouvoir s'assurer de la réponse aux différents besoins qui ont été exprimés, mais également à toutes ces notions de performance pour s'assurer que le produit est efficace dans son utilisation, qu'il n'y a pas de ralentissement ou de problème technique. Les tests vont donc devoir permettre à l'ensemble des équipes de vérifier si le produit fonctionne, à la fois techniquement, donc un cahier de test sera créé pour pouvoir faire ça, avec une stratégie de test, mais également pour s'assurer que les besoins sont satisfaits. Et là, on va parler de tests de validation ou des tests fonctionnels. L'ensemble de ces tests permettront de gérer toute la recette d'un projet qui va s'appuyer sur les exigences du cahier des charges. La stratégie de test qui sera mise en place permettra d'effectuer les tests dans les meilleures conditions possibles pour valider étape par étape les différents éléments techniques ou fonctionnels. Un chef de projet, lui, va accompagner l'équipe à faire les tests, mais ce n'est pas lui qui va les réaliser et ce n'est pas lui qui va les définir. Ça, c'est fait par l'équipe technique. Par contre, il va devoir aider l'équipe pour s'assurer qu'ils ont à disposition tout ce qu'il faut en termes de temps, de ressources, de matériel pour pouvoir préparer et ensuite effectuer les tests. Donc il va piloter les différentes phases avec l'équipe pour s'assurer que tout se passe bien. Et à la fin, ils vont tous ensemble animer la recette et s'assurer avec le client
que tout est conforme et que le produit peut être mis en production ou bien être commercialisé. Il y a également un élément important, c'est le prix. Combien ça va coûter? Parce que oui, là, on répond aux besoins, on va définir une solution, mais ce n'est pas gratuit. Et dans une réelle démarche d'analyse ou d'ingénierie de la valeur, on applique ce qu'on appelle du design to cost ou du redesign to cost. Le design ou le redesign to cost, c'est une pratique d'optimisation des coûts. On va créer un produit qui va répondre à un besoin ou plusieurs besoins, et via les solutions qu'on va mettre en place, on va faire en sorte de choisir, de sélectionner les composants ou les sous-composants les plus adaptés, mais également les moins chers possibles. Ça peut être des éléments ou des composants, on va dire, tout trouvés, on sait qu'ils fonctionnent, on sait qu'ils sont efficaces, ou bien des matériaux de substitution, qui nous permettront de créer un produit qui aura la même forme, mais qui fonctionnera différemment, mais peut-être qui sera moins cher à être développé ou à être géré. Le coût pour une ou plusieurs fonctions de service qu'on va devoir satisfaire via le produit résulte des dépenses pour satisfaire le besoin. Donc on va devoir respecter un ensemble d'éléments, on va aussi devoir respecter les contraintes du produit pour qu'il puisse être utilisé, comme je vous disais tout à l'heure par rapport à l'alimentation d'énergie, et on va devoir aussi respecter une certaine cohérence en termes d'organisation, de ne pas employer trop de personnes, utiliser la bonne approche de développement pour s'assurer qu'on va développer le produit dans les meilleures conditions possibles, etc. Pour cela, on va chiffrer les coûts de chacun des composants, voir combien ça coûte pour pouvoir l'acquérir ou tout simplement pour pouvoir le développer. Donc on va prendre en compte aussi la main-d'œuvre qui va devoir être employée pour réaliser le produit et donc d'assurer que les fonctions de service sont remplies. Et pour appliquer une bonne démarche d'analyse de la valeur, en plus, il faut éliminer les coûts sans valeur ajoutée. Si jamais on constate, par exemple sur l'amélioration de notre produit, que certaines fonctionnalités n'ont pas d'utilité, eh bien il faut les enlever. On va donc prioriser les coûts par rapport aux bonnes fonctions. On va essayer de pondérer l'utilisation globale des fonctionnalités du produit, savoir quelles sont les plus importantes et les moins importantes, et enlever celles qui ne sont plus utiles, rajouter si c'est nécessaire, et améliorer celles qui sont déjà existantes. Et pour cela, on va anticiper les différents cas d'usage en fonction du positionnement du produit durant tout son cycle de vie. Des fois, il sera en phase d'utilisation, que ce soit en croissance ou en maturité. Donc on va devoir imaginer les fonctionnalités qu'il va devoir comporter pour assurer la réponse aux besoins des utilisateurs, mais également dans des phases de maintenance et de support pour pouvoir le réparer. Lorsqu'une voiture est en panne, il faut que la voiture dispose de fonctions pour pouvoir assurer l'accessibilité à certaines pièces mécaniques au réparateur. On va pouvoir lever le capot, c'est une fonction de notre produit, afin de pouvoir accéder au moteur et le réparer. Ça ne répond pas aux besoins des utilisateurs. Par contre, ça répond aux besoins du réparateur. Et quand on conçoit un produit, il va falloir cartographier les différents cas d'usage avec les différents types d'utilisateurs, mais également les différentes phases par lesquelles le produit va passer, que ce soit l'utilisation, la maintenance, le support, afin d'assurer qu'il dispose de tout ce qu'il faut pour qu'il puisse être manipulé, soit pour être utilisé, soit pour être réparé, soit pour être amélioré. Au travers du redesign to cost ou du design to cost, on va incorporer une collaboration interdisciplinaire entre différentes personnes avec des compétences diverses et variées. On va devoir analyser ces fonctions de service et le poids d'importance qu'elles ont pour répondre aux besoins. On va devoir éviter la surqualité. Comme je vous disais, ça alourdit les dépenses, il faut absolument l'éviter. Et on se focalise sur l'essentiel, avec la réponse aux besoins. Ainsi, quand on développe une réelle démarche d'analyse ou bien d'ingénierie de la valeur, au travers du management global par la valeur, eh bien on passe par plusieurs étapes. D'abord, on crée un produit, c'est l'étape 1, on identifie les premières fonctions de service, on crée notre produit qui doit répondre aux besoins. Ici, on est dans une démarche dite du juste nécessaire. On développe uniquement ce qu'il faut pour répondre aux besoins, pas plus, pas moins. On va ensuite créer dans l'étape 2 le produit techniquement. Donc, on va définir tous ces éléments techniques, tous ces composants, tous ces sous-composants, et on va devoir faire un arbitrage des coûts en fonction des éléments techniques qui vont constituer notre produit. Celui-là est trop cher, on doit essayer de trouver quelque chose de moins cher qui nous permettra d'effectuer les mêmes actions. C'est à ce moment-là qu'on va pouvoir non seulement satisfaire réellement le besoin avec un produit matérialisé, mais également contrôler la rentabilité
de l'entreprise au travers de la commercialisation, de l'utilisation du produit. Est-ce qu'il est cher à produire, à maintenir? Est-ce qu'il est cher à l'acquisition pour l'utilisateur? Est-ce qu'il doit dépenser beaucoup d'argent ou pas pour pouvoir l'acheter? Et est-ce que l'équilibre entre les deux est satisfaisant pour l'entreprise? Et dans une troisième étape, eh bien, c'est l'optimisation. On recontextualise notre produit et donc on fait de l'analyse de la valeur. Quelle valeur actuellement génère notre produit? Sur quel point bloquant il va falloir se focaliser et donc les améliorer? Qu'est-ce qu'on va devoir enlever? Qu'est-ce qu'on va devoir rajouter? Avec un objectif de maintien à minima de la satisfaction utilisateur et si possible une augmentation de cette satisfaction afin d'obtenir une meilleure rentabilité. Et donc ce que font les entreprises, c'est qu'elles vont constituer un produit en le hiérarchisant en catégories de composants et après en définissant les composants et les sous-composants et en attribuant un prix pour chacun des éléments. Afin de faire cela, on crée ce qu'on appelle d'abord un PBS, un Product Breakdown Structure, qui permet de référencer l'ensemble des éléments, et on transforme ce PBS en CBS, un Cost Breakdown Structure, qui nous permet de savoir tous les éléments techniques de notre produit et leur coût pour leur acquisition, mais également pour leur maintenance ou bien pour leur réalisation. Petit exemple, je vais partir sur un produit assez complexe, à savoir une gestion électronique de documents, avec une partie infrastructure, la partie matérielle, avec un ensemble de serveurs qui permettront de faire de la sauvegarde, de faire de l'archivage, de faire de la gestion de documents, mais également une partie logicielle pour pouvoir manipuler les fichiers, pour pouvoir les transférer, les sauvegarder, les partager à un ensemble d'utilisateurs et savoir en fait avec cette batterie de logiciels combien ça va me coûter. Autant pour l'acquisition de l'ensemble de ces éléments, mais également durant tout le cycle de vie de mon produit avec la maintenance, le support et l'amélioration. Grâce à cette visualisation, je sais ce que va me coûter mon produit, puisqu'en fait, je suis arrivé à ce moment-là à une décomposition très fine en partant des besoins exprimés. J'ai chacun de mes éléments qui ont pu être conceptualisés, qui ont pu être cadrés. Chacun des éléments peut être ensuite défini en termes de prix, de manière isolée, et je peux mener ensuite une estimation ascendante pour savoir en termes de catégorie de composants combien ça va me coûter et faire un devis global de mon produit. Au travers de cette visualisation, je vais pouvoir faire des arbitrages, voir si je ne peux pas trouver de meilleures solutions, moins chères, mais qui m'assurent toujours à minima la satisfaction du besoin de mes utilisateurs, de mon client. Comme vous le voyez, il y a une notion très forte d'ingénierie, mais également de gestion de l'ensemble des ressources que dispose une entreprise pour pouvoir créer le produit. Et pour pouvoir assurer l'ensemble de ces éléments, eh bien on fait de la gestion de portefeuille de projet, comme je vous expliquais tout à l'heure au travers du cycle de vie du produit. Donc une entreprise, elle, lorsqu'elle se crée, elle définit son organisation et tout l'ensemble de sa structure organisationnelle. Les fondateurs, la direction et ce qu'on appelle également les PMO, c'est-à-dire le Project Management Office. Les personnes qui vont s'assurer que l'ensemble des opérations s'effectue bien, remonter les informations aux différents niveaux de direction et ensuite pouvoir déclencher plusieurs actions, à savoir la sélection et le lancement des projets, la priorisation des ressources, l'attribution de certains budgets, la sélection de certains prestataires pour pouvoir réaliser certains produits, avec une notion très forte de pilotage, de contrôle et d'arbitrage des différents projets qui seront réalisés. Ces personnes-là créent et gèrent les différents portefeuilles de projets qui seront constitués de manière globale de programmes, de sous-programmes, de projets indépendants, de gros projets. On va avoir un ensemble de hiérarchisation de ces projets-là avec plus ou moins d'importance, qui seront plus ou moins connectés et qui permettront la création d'un ou plusieurs produits. Non seulement on pourra créer ces produits-là, mais également on pourra gérer les ressources très importantes dont dispose l'entreprise en termes de budget, mais également en termes de ressources matérielles, humaines, etc., etc. C'est là où on fait vraiment de la gestion de projet. Quand on passe sur la mise en œuvre, eh bien là, c'est la responsabilité des chefs de programme, des chefs de projet, mais également des chefs de produit. Toutes ces personnes-là vont devoir travailler ensemble pour la gestion opérationnelle des actions. Elles vont devoir cadrer et piloter les différents projets pour réaliser le produit, mais également pour s'assurer de la bonne gestion du budget, des délais, des risques et des ressources. C'est elles qui vont faire des remontées d'indicateurs aux PMO, aux fondateurs, à la direction, et c'est là, à ce moment-là, qu'elles pourront arbitrer, piloter
et décider de certaines actions au regard de certains projets. Bien sûr, l'objectif final, c'est d'obtenir des bénéfices grâce à la commercialisation ou l'utilisation des produits qui seront réinjectés dans l'entreprise et qui permettront de déclencher de nouveaux projets, bien évidemment de payer les salariés et de s'assurer de la rentabilité sur le long terme de l'entreprise. L'ensemble du cadre que je vous montre, c'est la gouvernance globale de n'importe quel type d'entreprise. Si vous voulez plus d'informations, je vous invite à consulter la formation gratuite que j'ai déjà proposée sur ma chaîne YouTube sur la gestion de portefeuille et sur la gestion de programme. Donc comme vous le voyez, on va devoir déclencher différents types de projets durant tout le cycle de vie de notre produit. Et quand on lance un projet, on a plusieurs cas qui vont se poser à nous. Soit c'est une demande d'un client, donc c'est un appel d'offres, c'est un projet qui est externalisé, on a un sous-traitant qui va faire le produit pour nous, ou alors c'est une demande de votre hiérarchie, et là on est sur un projet en interne. Mais généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un mix des deux. On va passer sur une petite partie, parce qu'on n'a pas les compétences en interne, ou on n'a pas le temps de le faire avec un sous-traitant, et en interne, on a des équipes dédiées qui vont s'assurer des opérations sensibles avec des données qui ne peuvent pas être communiquées à l'extérieur. Et comme je vous l'ai expliqué, ça concernera des projets qui seront dits nouveaux, avec des projets d'innovation, avec de la recherche et développement pour la conceptualisation de nouveaux produits, mais également des projets d'amélioration ou de changement, avec le retrait de produits déjà existants qui seront remplacés par de nouveaux produits et qui déclencheront de nouveaux projets d'innovation. La réalisation d'un produit peut très bien commencer par un projet nouveau et ensuite suivre des projets d'amélioration successifs, comme je vous l'ai montré tout à l'heure lorsque je vous ai exposé le cycle de vie du produit. Mais ce qu'il faut absolument retenir, c'est qu'un projet implique toujours la livraison d'un produit, qu'il soit partiel ou total. Ce produit permet l'acquisition d'un résultat spécifique qui est en lien avec la réponse aux besoins et les bénéfices attendus par l'utilisateur ou le client, tout en respectant les contraintes du client ou de l'environnement du projet. Coût, délai, qualité. Un projet peut être structuré en livrable pour en faciliter la gestion. Comme ça, plusieurs personnes ou plusieurs équipes peuvent se synchroniser pour faire les opérations en fonction de leurs compétences, sachant qu'un livrable, c'est un résultat attendu par le client, qui peut être une fonctionnalité attendue par le produit, ou bien des éléments hors produit, de la documentation, des études de marché, des stratégies de test, des rapports, etc., etc. Donc comme je vous l'ai expliqué en préambule, il n'y a aucune raison de différencier gestion de produit et gestion de projet. Un projet a toujours eu à vocation de créer un produit pour satisfaire un besoin. Et l'accumulation et la succession de projets permet de gérer l'ensemble du produit durant tout son cycle de vie. Les projets qui sont lancés, eux, ont un objectif spécifique pour rassurer une bonne gestion des coûts, des délais qui sont imposés par l'entreprise et de la qualité demandée au regard des objectifs stratégiques définis par la gouvernance de l'entreprise en elle-même. Et c'est à ce moment-là qu'on va devoir définir aussi la mise en œuvre. Comment on réalise notre produit. Donc on a un ensemble d'éléments qu'on va devoir contrôler. Le périmètre, ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas, quelle équipe va s'occuper de quoi, mais également les contraintes de temps et les contraintes de ressources humaines et matérielles. Bien évidemment, le budget aussi. De plus, quand on va devoir gérer les différentes opérations, il faut identifier les risques et les contraintes, tant sur le produit que sur le projet, donc tant techniquement que organisationnellement. On va pouvoir créer un plan qualité pour pouvoir définir comment on va livrer l'ensemble des livrables de notre projet. Ça peut être des livrables produits ou hors produits, mais également un plan de communication pour savoir comment on gère les différentes opérations pour s'assurer que tout le monde est au fait de tout ce qui se passe durant le projet afin de pouvoir effectuer leurs propres opérations dans les meilleures conditions possibles. Toutes ces opérations également amènent à la rédaction d'un cahier des charges. Un cahier des charges, ça a pour but de formaliser le besoin et de définir ce que sera le produit, que ce soit pour l'acquisition d'un produit nouveau ou bien l'amélioration d'un produit déjà existant. On va y retrouver dans un cahier des charges tout le contexte et la définition du problème avec le besoin à satisfaire, mais également toutes les études qui ont été menées pour dire voici pourquoi on veut satisfaire ce besoin et quel est le besoin concrètement. Un cahier des charges ensuite va permettre de cadrer l'objectif du projet qui sera lancé, qui pourra concerner évidemment le produit en lui-même ou bien d'autres projets
qui seront en lien indirect avec le produit. Par exemple, la mise en place d'une stratégie marketing pour le promouvoir. On va donc définir le périmètre de chacun des projets, donc les limites, ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas, et l'ensemble des parties prenantes avec toute la stratégie de communication qu'on doit avoir. Et le gros du cahier des charges, ça va être la description d'abord fonctionnelle des besoins, avec les fonctions de service et toutes les valeurs d'usage et d'estime que doit générer le produit, et la description technique de la solution. C'est complété par la mise en œuvre, c'est-à-dire donc la gestion globale du projet, les ressources nécessaires avec les étapes de planification qui à ce moment-là démarrent, complété par la stratégie de mise en œuvre, avec une finalisation de la planification qui permet de créer un planning de référence pour lancer les opérations, mais également tout l'ensemble du plan de management de projet, avec le plan de communication, la gestion des budgets, la stratégie de test, etc., pour assurer la mise en œuvre. En haut, vous avez, de manière générique, les éléments qui constituent le cahier des charges fonctionnel, et en bas, vous avez les éléments qui constituent le cahier des charges techniques, plus les éléments en fait, de mise en œuvre qui sont en lien avec la planification des opérations. Comme je vous l'ai expliqué, quand on crée un appel d'offres, quand on souhaite passer par un sous-traitant, d'abord on crée un cahier des charges fonctionnel et le sous-traitant va nous rédiger un cahier des charges techniques et va nous définir la solution qui lui semble le plus adéquate pour répondre aux besoins qui sont identifiés dans le cahier des charges fonctionnel. L'appel d'offres, c'est quoi ? C'est tout simplement lorsqu'une entreprise ne peut pas réaliser certaines opérations elle-même, elle va lancer ce fameux processus d'appel d'offres pour sélectionner un ou plusieurs prestataires qui vont créer le produit pour elle. On peut avoir un appel d'offres qui est ouvert, toutes les entreprises intéressées peuvent soumettre une offre. On va pouvoir avoir des appels d'offres un peu plus restreints. Voilà, certaines entreprises vont présélectionner des sous-traitants qui, eux, vont ensuite pouvoir soumettre une offre. Et après, vous avez le cas un petit peu plus compliqué du secteur public, où là, il y a énormément de normes à respecter, sur lequel je n'aborde pas pour l'instant, parce que ce n'est pas forcément nécessaire, ce n'est pas le but de cette formation, mais qui réglemente comment on crée un appel d'offres. Cette norme, justement, c'est la norme NFEN 16271, et qui permet donc d'apporter tous les éléments nécessaires pour créer un cahier des charges fonctionnel et lancer un processus d'appel d'offres. Ce qui est également important, c'est la gestion globale des projets, savoir en fait par quelle étape on passe pour gérer toutes les phases et ensuite réaliser le produit et le livrer. On parle communément d'approche prédictive, d'approche agile, d'approche hybride. Ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, les entreprises adoptent une approche dite stage gate. En français, étape porte. En fait, c'est un cadre qui va permettre la gestion de toutes les phases d'un projet qui permettront de réaliser le produit ou bien des livrables hors produit, comme je vous expliquais tout à l'heure, par exemple la documentation ou de l'analyse de marché. Ça a été créé par Robert J. Cooper et ça structure le processus en plusieurs phases qui sont appelées des stages et entrecoupées de points de contrôle qu'on appelle des gates. Pour faire simple, le stage gate, c'est une formalisation du bon sens organisationnel. On va partir d'une phase 1 où en fait on a une idée, on a identifié des opportunités, on a fait un brainstorming, on a fait un premier niveau de collecte d'informations et à ce moment-là, on va devoir valider que les informations qu'on a sont bonnes pour passer à l'étape suivante. Donc on aura une gate de niveau 1, c'est-à-dire un point de validation. Par la suite, on passera sur la phase 2, c'est-à-dire le cadrage. C'est là où en fait on va clairement cadrer les besoins, on va mener des études de marché beaucoup plus poussées, on va faire nos premières estimations pour savoir globalement comment nos concurrents se positionnent, ou bien on a pu récolter certaines informations qui nous ont permis de voir ce que ça pourrait coûter en termes de conception de produit. Et à ce moment-là, on aura toujours une phase de validation pour dire le besoin est bien identifié et donc on peut créer ce qu'on appelle un business case. C'est là où on va définir la faisabilité de notre projet, tous les objectifs commerciaux qu'on souhaite atteindre pour assurer la rentabilité de l'entreprise. On va formaliser notre cahier des charges fonctionnel et définir une roadmap complète pour l'acquisition ou l'amélioration de notre produit. Toujours soumis à une validation. Cette validation, dans le cadre d'un processus d'appel d'offres, amènera à la sélection d'un prestataire. Ensuite, on passe au développement. Là, on va réaliser le cahier des charges techniques, on peut potentiellement faire du prototypage, on va faire la planification de la mise en œuvre, on va passer sur la mise en œuvre, on va même définir un plan marketing. Bien évidemment, on valide. Et quand c'est validé, on effectue les tests. Généralement des tests de validation ou bien des tests client pilote si on est sur une phase de prototypage.
On fait le test de la logistique si jamais on est sur un produit qui est amené à avoir une production en série. On récupère le feedback de certains de nos utilisateurs si on peut mettre en production le produit, voir comment ça se passe et s'ils peuvent nous faire des suggestions d'amélioration. Et bien évidemment, tout ça est soumis à validation. Et après, on passe à l'étape suivante où on lance officiellement en fait le produit. C'est juste une formalisation, une validation officielle où on met en production. On peut lancer le marketing également pour vendre le produit, pour faire la promotion. On peut former les équipes qui vont, elles, devoir assurer la maintenance et le support. On va suivre les résultats et on va faire des décisions stratégiques pour l'amélioration du produit qu'on vient de développer. À chacune des portes, il y a 4 issues possibles. Soit le go, c'est-à-dire le projet continue, on débloque les ressources pour pouvoir faire les prochaines phases. Le hold, là le projet est en attente, il n'est pas arrêté, c'est juste qu'on est en train de prioriser d'autres éléments et on ne peut pas s'occuper de ce projet-là, mais par contre on le reprendra un petit peu plus tard. Il y a le kill, là on se rend compte que le projet ne peut pas être effectué, ça a démontré beaucoup trop d'argent, ou on n'a pas les moyens pour le faire, et même en passant par un prestataire, ça demanderait beaucoup trop d'efforts, donc la valeur ne sera pas là. Et il y a le recycle, c'est-à-dire qu'on est en phase de validation, mais on voit que finalement, on ne peut pas passer à la prochaine étape, il nous manque des éléments. On n'arrête pas le projet, on ne le met pas en attente, il faut tout simplement revoir les opérations pour avoir beaucoup plus d'éléments afin de valider l'étape suivante. Donc je pense que vous l'avez compris, en fait on marche de manière très itérative. Ce qu'on fait, c'est qu'on met toujours du recycle sur les gates pour savoir où est-ce qu'on en est, si on a tous les éléments, avant de passer à l'étape suivante. Donc ici c'est le stage gate en théorie. Par contre je vais vous montrer le stage gate en pratique en lien avec ma propre expérience. Ce qui se passe réellement, c'est que la phase 4 et la phase 5 de ma slide actuelle est en fait mélangée. On va procéder de manière itérative sur ces 2 phases-là. On va créer notre cahier des charges techniques, on va passer sur leur mise en œuvre et on va faire les tests en même temps, jusqu'à avoir la finalisation complète de notre produit pour ensuite le mettre en production. Durant la phase 4, on va définir ce que sera notre produit techniquement, oui, mais quand on va le réaliser, on ne va pas le réaliser en une seule fois. Ça n'existe pas ça en entreprise. On procède toujours de manière itérative. Donc on va devoir mêler les phases de développement, de test et de validation, en récupérant régulièrement le feedback de nos utilisateurs tests pour ensuite améliorer le produit, faire en sorte d'atteindre tous les objectifs qu'on s'était fixés dans notre cahier des charges afin de pouvoir répondre à tous les besoins qui ont été identifiés. La gestion de projet permettra en plus de gérer toutes les ressources attribuées pour la bonne réalisation de toutes ces étapes-là. Ici, ce que je vous montre, c'est une démarche un petit peu plus traditionnelle, ce qu'on fait communément, notamment dans de l'industrie ou bien dans de l'informatique côté infrastructure et réseau. Mais il y a également les process agiles. Sauf que on a la théorie, encore une fois, avec le manifeste, avec l'ensemble des frameworks qui nous sont mis à disposition, comme par exemple Scrum, mais dans la réalité, comment ça se passe? Eh bien, ça se passe de cette façon-là. Ici, on n'attend pas que le produit est terminé. Lorsqu'on développe en phase 4, on va tester et quand c'est prêt, on livre. Au fur et à mesure des itérations successives, on livre petit à petit le produit, incrément par incrément. On ne fonctionne pas forcément avec un cahier des charges complet avec toutes les fonctionnalités prédéfinies, mais plutôt avec une liste beaucoup plus légère, notamment référencée dans un backlog, où on peut renseigner régulièrement, faire vivre ce backlog avec de nouveaux besoins qui seront traduits évidemment en solutions technologiques et qui seront ensuite livrés sous forme d'incréments à nos utilisateurs. Tout l'objectif, encore une fois, c'est d'éliminer le superflu continuellement au fur et à mesure que le produit est développé. Lorsqu'on applique cette approche-là, dite agile, c'est parce qu'en fait on ne sait pas la forme que le produit va prendre. On connaît le besoin, en tout cas le besoin initial, mais on est dans une situation où ce besoin peut évoluer, il peut changer, ou bien il peut y avoir de nouveaux besoins qui peuvent apparaître en cours de route. Ce qui fait qu'on ne peut pas définir une solution dès le départ. Il va falloir faire étape par étape. Et en mêlant la livraison continue de notre produit avec les tests réguliers avec l'utilisateur pour voir si c'est conforme à leurs besoins, mais en plus en les challengeant sur est-ce que vous avez de nouvelles idées? Est-ce que vous avez vous-même fait un point sur vos nouveaux besoins?
Est-ce qu'on peut vous accompagner sur potentiellement comment améliorer votre quotidien? Eh bien, on sera en capacité de rajouter de nouveaux besoins sur les phases de développement, test et incrément, donc la phase 4, pour améliorer continuellement le produit. À la fin, on pourra livrer ce qu'on appelle une release, c'est-à-dire une version un petit peu plus complète de notre produit qui répond à différents types de besoins. Et c'est à ce moment-là qu'on peut revoir nos objectifs commerciaux en tant qu'entreprise et au travers du lancement d'une nouvelle release, redéfinir nos idées, refaire un petit cadrage et relancer le développement de notre produit pour une amélioration continue beaucoup plus évoluée. C'est comme ça que beaucoup de produits sont passés en version 1, 2, 3, 5, 10 et au fur et à mesure des années, ont changé totalement de forme au point que quand on prend la version 1 d'un produit qui a été fait peut-être il y a 20 ans, eh bien on constate qu'il a totalement changé actuellement. Donc ce stage gate est employé pour cadrer toutes les phases de notre projet, qui peuvent être des phases d'idéation, de cadrage, de mise en place de business case, de développement, de livraison et après de clôture. Donc oui, quand on parle de phase d'un projet, ce n'est pas initialisation, planification, exécution, maîtrise et clôture. Ça dépendra de votre projet. Ici, je vous donne des éléments génériques, mais j'aurais très bien pu définir mes propres phases. La phase 3, le business case, j'aurais pu faire 2 ou 3 phases en plus, on va dire pour avoir un petit peu plus de contrôle sur certaines opérations, afin de définir ce que j'attends de mon projet. Qu'est-ce que je dois faire comme action? Et toutes ces phases-là vont amener ensuite une initialisation de la phase, une planification des opérations par phase, une exécution des tâches avec leur contrôle, et de manière très itérative, on va pouvoir revoir notre planification de nos tâches pour améliorer nos opérations et pouvoir assurer un bon déroulé avec une bonne gestion des ressources qui nous sont mises à disposition jusqu'à la livraison des différents livrables par phase, pour ensuite passer aux phases suivantes. Et donc, on devra valider grâce au gate du stage gate que tout est livré et conforme pour passer aux phases suivantes. Pour vous donner un exemple, Airbus fonctionne de cette façon-là. Ils ont eux-mêmes cadré leur propre framework qui s'appelle le Generic Project Process, qui est un process de gestion de projet global qui leur a permis de cadrer les phases de développement de leurs produits et qui prend cette forme-là. C'est un stage gate, tout ce qui est plus classique, mais qui est adapté en fonction des produits que eux-mêmes développent. Pour vous donner un petit peu plus d'éléments, vous retrouvez ici toutes les premières phases que je vous ai exposées dans le stage gate, avec la réalisation entre le M5 et le M7 qui sont en fait des gates, donc des étapes de validation, toutes les notions de conceptualisation du produit au travers du cahier des charges fonctionnel et technique, ce qui permet de définir la solution. Pour ensuite passer sur le développement de la solution, avec les points de validation entre M7, M9 et M10, et qui va attester que le produit qui est en train d'être développé est conforme aux exigences du cahier des charges. Par la suite, on pourra faire des étapes de test et donc de validation jusqu'à arriver aux formations des différents utilisateurs pour s'assurer des bonnes opérations, on va dire industrielles, pour la production en série. Par contre, ce que fait Airbus, c'est qu'au travers ensuite de la livraison, ils ont plusieurs choix qui leur sont offerts. Quand ils passent en operational use, c'est-à-dire l'utilisation opérationnelle, ils peuvent très bien revenir sur des étapes précédentes de leur stage gate, en opportunity, en concept, en solution definition ou en solution development, pour dire qu'est-ce qu'on fait. On a livré des versions de notre produit. Si on repasse sur une solution development, en fait on réétablit les mêmes process qu'on a mis au préalable pour créer un produit similaire. Si on passe en solution definition, on fait une amélioration de notre produit. Si on repasse en concept phase, là à ce moment-là, on va créer une variante de notre produit, c'est-à-dire une version vraiment améliorée en se basant sur les premières fonctionnalités qui ont été développées du premier produit. Et si on passe en opportunity study, en fait c'est un produit totalement différent. Ce framework est très intéressant, pourquoi? Parce qu'en fait il démontre que les approches dites entre guillemets prédictives n'existent pas. On est toujours de manière itérative, que ce soit dans l'analyse des besoins, dans la création de notre cahier des charges, dans le développement de notre solution, mais également dans les tests. On peut mêler à la fois cette notion d'itération
mais également de définition des fonctionnalités en amont pour créer un produit dans sa totalité. C'est le cas pour leur système d'aéronefs et de systèmes spatiaux. Eh bien, ils s'appuient sur ce système-là, sur cette démarche-là, pour pouvoir développer leurs produits. Et en plus, ils le mixent avec des pratiques un petit peu plus agiles à grande échelle comme Safe, pour savoir comment ils peuvent optimiser leur framework afin de livrer beaucoup plus régulièrement et pouvoir utiliser leur incrément beaucoup plus tôt. Mais généralement, ils le réservent sur des produits un petit peu plus logiques, avec du logiciel, par exemple du maquettage 3D pour les équipements des différents avions. Je vais terminer cette présentation par différentes bonnes pratiques. Déjà par rapport au cycle de vie du produit en lui-même. Il en existe plusieurs, encore une fois, ce que je vous donne, ce sont des pratiques un petit peu fondamentales et génériques. Mais au travers des différentes phases de vie de notre produit, qu'est-ce qu'on peut faire? Pour le lancement, il faut absolument comprendre le besoin. Ça, je pense que vous l'avez compris. On peut développer des prototypes, on peut faire des MVP dans un cadre agile pour tester un petit peu la pertinence de notre produit et voir si on peut passer sur ensuite un produit final qui aura un objectif de commercialisation. Également, on peut cadrer notre, on va dire, promotion, notre communication et également mettre en place notre stratégie de gestion du changement. Ces différents projets qui vont se déclencher, à nous de cadrer les différents projets qu'on peut regrouper dans des programmes pour ensuite les gérer plus efficacement, surtout pour la partie ressources, bien évidemment. Quand on est sur la phase de croissance, le produit se développe. Là, à ce moment-là, on a une base d'utilisateurs qui sont convaincus, le produit satisfait convenablement leurs besoins, et notre objectif à nous, c'est de l'améliorer. Et en plus, d'améliorer l'engagement et la rétention des utilisateurs, voire même acquérir de nouveaux clients. Donc on va mesurer la performance de notre produit en termes d'indicateurs. C'est là où on va pouvoir savoir si la valeur est générée ou pas, au travers de la vente, mais également des efforts que nous, on doit fournir, ou bien que nos utilisateurs doivent fournir pour acquérir le produit. Donc on va contrôler ce qu'on dépense, nous, pour le créer, pour le maintenir à jour, ce que ça implique comme coût, mais également dans le cadre de l'utilisation de notre produit par nos utilisateurs, tout ce que ça implique aussi. Est-ce que l'utilisation est optimale? Est-ce qu'il y a certaines fonctionnalités qui sont toujours pertinentes? Est-ce que ça coûte beaucoup trop cher pour ce que c'est finalement? Tout ça, on le réévalue. Et après, on peut itérer pour faire de nouvelles versions, et c'est surtout le cas dans les démarches agiles actuellement, pour des services type logiciel en mode SaaS, ou bien des outils en interne qui sont développés de manière itérative et incrémentale. Et c'est également le moment pour améliorer la communication autour de la promotion du produit, pour dire, voilà, on l'a amélioré, c'est une version 2 avec de nouvelles fonctionnalités, voici ce que vous pouvez faire maintenant. En maturité, là le produit il est bien établi. Il a été optimisé autant que possible dans ses fonctionnalités, il est en plus rentable, on le sait, puisqu'on est dans une pic de maturité, et si on est en pic de maturité, ça veut dire que toutes les phases précédentes ont été un succès. Et à ce stade, le produit, donc, il est déjà accepté, il est en pleine efficience, et on va surtout mesurer la performance au quotidien pour prioriser peut-être l'amélioration très minime ou bien l'optimisation de certains processus de production. On peut retravailler via une démarche d'analyse de la valeur la diminution de coûts de production, on est toujours dans de l'optimisation, mais ce qu'il faut toujours, à minima, c'est maintenir le niveau de satisfaction initial. Si on peut l'améliorer, c'est très bien, mais il faut toujours le maintenir au même niveau. S'il commence à diminuer, ça veut dire qu'on passe en phase de déclin. Et là, il va falloir comprendre pourquoi. Peut-être que notre concurrent est en train de créer un nouveau produit, et qui est bien mieux que le nôtre, en plus moins cher à la vente, ou bien notre produit est devenu un système beaucoup trop complexe, et il perd en performance, et il va être difficile de l'améliorer plus que ça. On peut avoir des causes multifacteurs. Mais tout ça, quelle est la conséquence? Ce sont des projets qui vont être lancés et qui vont enclencher la création d'un nouveau produit et en même temps, on va réfléchir à sortir le produit actuel de son environnement et donc lancer un projet de migration ou tout simplement de mise au rebut. Si on commercialise le produit, en plus, ce qu'on peut faire, c'est mettre en place une stratégie marketing pour écouler les stocks. Ça dépend évidemment le produit que vous vendez, mais en tout cas, on peut très bien mettre en place une nouvelle stratégie de communication, tout simplement pour dire, voilà, le produit va être prochainement sorti du marché, et c'est pour ça qu'on va casser les prix, afin de pouvoir vous permettre d'obtenir un produit qui reste quand même toujours efficace, par rapport aux besoins de certains utilisateurs qui sont moindres que ceux qui actuellement veulent changer de produit, mais qui permettra donc toujours de répondre à leurs besoins. Je complète par quelques outils et techniques agiles. Vous avez tous les frameworks, que ce soit Scrum, Extreme Programming, et des frameworks un petit peu plus à l'échelle comme Safe, Less ou Nexus.
Ces cadres, ces frameworks sont là pour la réalisation du produit dans une démarche agile. Mais ça vous imposera toujours de définir au travers du cycle de vie de votre produit les différents projets qui devront être lancés. Certains projets vont être sur une démarche Scrum, d'autres seront en Safe et d'autres ne seront pas du tout dans ces démarches-là. On va plutôt être sur du cycle en V, par exemple. Dans tous les cas, il faudra définir notre organisation pour récupérer le besoin, conceptualiser le produit, le réaliser, le tester, le livrer. Après, on a d'autres phases qui seront hors produit, qui demanderont de livrer des livrables hors produit également, et qu'il faudra gérer différemment qu'avec un framework dit agile. Par exemple, quand on crée un cahier des charges, on ne fonctionne pas forcément de manière agile. On fonctionne basiquement en itération. On fait une version 1, on contrôle, on voit si c'est bon, si c'est pas bon, on améliore, on rajoute des éléments, ainsi de suite. Mais ça ne demande pas une démarche dite agile, avec un product owner, un scrum master, ou un ensemble d'événements tels que le daily meeting, etc. Tout ça, on ne le met pas en place. Donc gardez bien en tête que tous ces frameworks sont là pour la création du produit uniquement. Et il faudra coupler les bonnes pratiques de gestion de projet pour assurer la bonne gestion, évidemment, des ressources qui sont attribuées au projet. Vous avez également toutes les pratiques de design thinking pour créer votre produit, avec tout ce qui est des phases d'empathie et de définition du produit en lui-même, les idéations et le prototypage, avec les tests et les différentes itérations qui permettront de créer par exemple des MVP, voire même les premières versions de notre produit. On a également des structures en design sprint. Voilà, on applique le design thinking de base, par contre on fait des sprints de 5 jours. L'objectif c'est d'avoir une idée, on va développer une fonctionnalité qui sera faisable en 5 jours. Et toutes les semaines, c'est une nouvelle fonctionnalité. Évidemment, c'est une fonctionnalité qui est petite, mais qu'on pourra livrer rapidement. Dans le cadre de startup, on utilise le Lean Startup. On peut créer par exemple un MVP, on va tester nos hypothèses, on va s'assurer que le besoin est satisfait, et après, hop, on lance le développement d'un produit finalisé. Bien sûr, tout ce que je vous montre, on peut le coupler. Ce sont des pratiques, des outils, des techniques qui peuvent être mélangés. Il faudra le faire, bien sûr, de manière intelligente. On peut utiliser également ce qu'on appelle des objectifs Key Results. C'est-à-dire qu'on va définir des objectifs stratégiques à atteindre, mais de manière agile. C'est-à-dire qu'on va les revoir régulièrement. On va prioriser ces résultats, et ces résultats vont nous permettre de définir des objectifs clés qu'on va devoir atteindre régulièrement, qui seront revus assez souvent. Et généralement, c'est par itération. Quand on est dans une démarche Scrum, on va livrer tous les mois, et tous les mois, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on revoit nos objectifs. Donc on met en place des OKR et on va démarrer des itérations pour atteindre nos premiers objectifs qu'on améliorera au fur et à mesure des nouveaux besoins. On peut également mettre en place ce qu'on appelle un impact mapping. On va définir des objectifs stratégiques et là ce qui va être très intéressant, c'est de définir qui est l'utilisateur et quelle va être sa réaction au regard des nouvelles fonctionnalités qu'on va lui proposer. Là on est vraiment sur la compréhension du besoin et c'est un outil qui va évoluer au fur et à mesure des itérations, encore une fois. Ici, on est sur plutôt la définition des objectifs stratégiques. Ok, on va développer de nouvelles fonctionnalités qui répondent aux besoins, mais pourquoi? Pourquoi on a besoin de faire ça? Et ce qu'on peut faire, c'est le coupler avec l'user story mapping. Là, on va cartographier les interactions entre les différents utilisateurs et le produit. Et après, on priorise les fonctionnalités à développer au regard des objectifs stratégiques qu'on a définis dans l'impact mapping. Dernier outil que je souhaitais vous montrer, c'est le RICE. En fait, c'est un acronyme qui permettra de définir un ensemble d'éléments au niveau de leur portée, le reach, et leur impact. C'est-à-dire, on va développer de nouvelles fonctionnalités avec des objectifs à atteindre. Et bien, ces fonctionnalités, quelle va être leur portée et quel va être leur impact, autant sur la réponse aux besoins, mais aussi pour l'entreprise. On va également évaluer le niveau de confiance et d'effort nécessaire pour réaliser les fonctionnalités. Et on va devoir mettre en place un système de priorisation pour pouvoir dire voici la fonctionnalité qu'on développe au départ. Donc ce sont des outils que je vous invite à regarder, qui sont des outils très utilisés dans les démarches agiles et qui permettent toujours de créer un produit dans les meilleures conditions possibles. Pour conclure cette formation sur les fondamentaux de la gestion de produits. La gestion de produits, c'est quoi? C'est un processus complet de développement, de déploiement, de gestion et d'optimisation d'un produit tout au long de son cycle de vie. Cette démarche-là n'est pas apparue avec les démarches agiles. Ça existe depuis très longtemps et même bien avant l'analyse de la valeur
qui n'a été qu'une formalisation de nouveaux concepts pour créer des produits. On créait déjà des produits avant tout ça. Donc la gestion de produits, ce n'est pas nouveau. Par contre, ce qui est nouveau, ce sont les termes techniques. Quand on parle de product owner par exemple, ou de product manager, ce sont des termes qui sont apparus pour définir des rôles ou des métiers qui sont associés à la création d'un produit. Mais de tout temps, on a fonctionné avec de la gestion de projet qui ont permis la création de produits. Donc on a toujours mêlé les deux. Et l'objectif restera toujours le même, que ce soit projet ou produit, c'est d'apporter de la valeur pour le client, donc de répondre à ses besoins, mais également de générer des bénéfices pour l'entreprise qui va créer le produit. N'oubliez pas qu'une entreprise, ce n'est pas une association qui est là pour faire des actions à but non lucratif. Elle est là pour faire du bénéfice, pour assurer sa rentabilité et payer ses employés. Et ça passera par la création de produits ou de services qu'on va commercialiser, mais qui va nécessiter un effort conséquent, notamment au niveau du budget, par l'entreprise pour sa création. Et tout cela, il faut le contrôler. C'est pour ça qu'on fait de la gestion de projet aussi. Sa gestion globale va impliquer quoi? Une bonne compréhension des besoins, le respect des contraintes des entreprises, budget, délai, qualité, etc. Les risques également qui sont très importants. Une bonne définition des objectifs et des critères de performance à atteindre par le produit. Un cycle de développement adapté à la situation. Si on connaît le besoin, si on l'a bien compris, on n'est pas obligé de partir sur une démarche agile. Un cycle en B peut parfaitement suffire. Ça permettra de bien contrôler le temps de livraison et donc d'avoir une bonne gestion des ressources, budget, humaines, etc. Et si on voit qu'on a un besoin qui va évoluer, ça va donc nécessiter un produit qui va devoir lui aussi évoluer. Donc en fait, ce qui sera agile, c'est le produit. Et donc, si on a besoin d'avoir un produit qui est agile, on va avoir la nécessité d'avoir une organisation elle-même agile. On va aussi également cadrer la composition, les rôles et les responsabilités des différents membres de l'équipe. Et après, on fera la gestion des différents projets et programmes qui seront bien sûr associés à différents chefs de projet, chefs de programme, chefs de produit, qui vont eux-mêmes devoir collaborer tous ensemble pour assurer la livraison du produit en lui-même, mais également toutes les opérations connexes, encore une fois, je le répète, comme la stratégie marketing. Vous avez plusieurs techniques et outils. Je vous ai parlé de l'analyse de la valeur, l'étude fonctionnelle du besoin, le redesign to cost ou le design to cost, la création de cahier des charges, mais également tout ce qui est approche agile et les outils associés. Ce qu'il faut retenir, c'est que déjà de 1, ce ne sont que des outils, que la gestion de projet, la gestion de produit ne font qu'un seul et unique socle commun. Il n'y a pas de différence à avoir entre les deux. Un projet permet de livrer un produit permet de répondre aux besoins, un projet permet de contrôler l'ensemble des ressources utilisées pour pouvoir réaliser le projet, pour pouvoir livrer le produit et assurer que l'entreprise reste rentable au regard de l'utilisation de ses ressources. Donc, on n'associe pas forcément la gestion de produit qu'aux démarches agiles. Cette pratique va s'appliquer sur des produits physiques, industriels, automobiles, aviation, peu importe, des produits entre guillemets un petit peu plus logiques, c'est-à-dire immatériels, logiciels, applications, services, formations, stratégie marketing. On l'applique sur les processus, et ça a été le cas du lean management et du lean manufacturing, mais également les différents types d'organisations, la gouvernance de l'entreprise dans sa totalité, la définition des différents types de structures organisationnelles, et même la création de l'entreprise dans sa totalité. Merci à vous d'avoir suivi cette formation. Je tenais vraiment à vous adresser mes plus sincères remerciements pour tous les messages que vous m'envoyez régulièrement dans les commentaires, pour encore une fois vous-même me remercier des contenus que je vous propose. Également de rester abonné à ma chaîne, sachant que je ne vous propose pas régulièrement du contenu. Comme je vous le disais en préambule, j'ai énormément de travail en dehors de la création de ces éléments-là, des formations gratuites, mais qui me tiennent toujours à cœur, puisque, comme vous le savez, en étant formateur moi-même, j'ai à cœur d'apporter l'ensemble des éléments pour vous aider dans la réalisation de votre projet, mais également de bien faire en sorte de comprendre tous les concepts qui peuvent parfois s'entremêler et amener beaucoup de confusion. Bien évidemment, je n'ai pas la prétention de tout savoir, mais ce que je sais, je veux vous le diffuser, je veux vous le partager, afin de vous aider à faire la bonne distinction entre les différentes pratiques qui existent, pour vous permettre de sélectionner les bonnes, et encore une fois, pour vous aider à gérer vos projets. Si vous le souhaitez, vous pourrez bien sûr me contacter directement sur mon LinkedIn. Vous avez les liens dans la description de cette vidéo.
Et également, vous allez pouvoir vous rendre sur mon site internet si vous souhaitez un accompagnement personnalisé pour vous aider sur la gestion de votre projet. Ce sont des rendez-vous classiques en visioconférence entre vous et moi, où vous allez pouvoir m'exposer un petit peu vos problématiques et moi je pourrai vous donner mes conseils sur les différents éléments que vous pouvez mettre en place afin d'assurer une bonne gestion de vos différents projets. Évidemment, si vous avez besoin de créer vos produits, je peux également le faire avec vous pour définir les différentes fonctions de service et orienter les solutions technologiques dans la bonne direction. Je vais essayer donc de continuer à vous créer du contenu très prochainement, mais en attendant, je vous remercie encore une dernière fois et je vous souhaite une bonne chance pour vos projets.